Dans ce chapitre, nous allons donc aborder la thématique de la programmation parallèle et on va se concentrer sur la programmation parallèle sur CPU. Commençons avec une méthodologie. Alors, je ne parle pas de méthodologie agile et trucs comme ça, hein. Je vous propose ma méthodologie. Enfin, il y en a d'autres qui font pareil, hein. J'ai pas mis mon nom dessus, mais moi, ce que je conseille pour faire un code parallèle, alors déjà, il faut savoir votre code à quoi il va servir, ça on s'en doute, mais surtout quand vous réfléchissez à un calcul, à un algorithme, votre approche mentale, généralement, est séquentielle. Je vais d'abord faire ça, puis ça, puis ça, pour calculer ça. Et donc, moi, je conseille toujours de rédiger d'abord le code en séquentiel. Donc, de faire une version séquentielle de votre programme et de voir si ça marche. Et seulement après ça, de passer en parallèle. Parce que débugger un code séquentiel, imaginons que vous avez fait une erreur dans un code séquentiel, si ça vous prend 1 heure de débugger ce code, bah pour le même genre d'erreur, sur un code parallèle, bah de 1 heure, on va passer à 2 jours. Alors qu'il n'y a peut-être pas beaucoup plus de lignes de code, c'est parce que c'est très compliqué de débugger du parallèle, mais on en reparlera plus tard. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer que votre algorithme est logique et cohérent, que les calculs soient bien faits, soient bons, les résultats soient corrects, au moins avec un code séquentiel, avant de passer à le paralléliser. Mais en plus, ça permet une deuxième chose, ça permet d'analyser votre code et de créer par exemple ici un graphe de dépendance où on voit que voilà, il y a une tâche, là, ici c'est la première tâche, et la tâche 2 ici et la tâche 3 là, bah, elles doivent, là, il faut que la tâche 1 soit terminée avant de pouvoir démarrer la 2 et la 3. Du coup, vous savez que la 1, la 2 et la 3, vous ne pouvez pas les exécuter en parallèle, ces tâches. Ça, par contre, vous voyez très bien que la 2 et la 3, vous pouvez l'exécuter en parallèle, il n'y a pas de problème. Et donc, vous pouvez analyser votre code séquentiel, donc ça c'est une première étape. Ça, c'est la deuxième étape. Puis après ça, vous passez à votre code, vous choisissez le grain de parallélisme. Donc, vous choisissez sur combien de tâches vont travailler en parallèle ou l'une après l'autre. Avec éventuellement des communications de les tâches, ou par exemple ici, donc imaginez si on a la tâche A et la tâche B, bah, la tâche B ne peut commencer que, ou plutôt, quand la tâche A a envoyé ce signal à la tâche B. Voilà, donc ça c'est, et alors la taille de ce grain, donc le nombre de travail que vous allez donner dans chaque tâche, du coup le nombre de tâches, ça dépend du système SIP, traduction du matériel sur lequel vous allez tourner. Mais ça on en parlera un petit peu juste après. Et ensuite, une fois que vous avez défini ça, bah, il n'y a plus qu'à coder, et normalement, si tout se passe bien, ça marche, ce que je vous souhaite. Si ça bug, pas facile, mais voilà. Et donc revenons sur ce fameux grain de parallélisme. Et donc le grain de parallélisme, c'est la taille moyenne des différentes tâches que vous allez exécuter en parallèle. Donc le nombre d'opérations qu'il y a dans une tâche, c'est ça le grain. Et donc ce grain, on le mesure par exemple en nombre d'instructions, c'est une unité de mesure, ou bien sur la quantité de données qui sont traitées par le grain, ou le temps de calcul. Enfin, il y a plusieurs unités que vous pouvez utiliser, ça dépend de votre algorithme, de ce qui est important ou pas. Et ça, il n'y a rien à faire, c'est lié à l'architecture matérielle. Donc tous les gogoles qui pensent que ouais, on sait faire du parallélisme comme ça, les doigts dans le nez, on s'en fout sur quoi ça tourne, bah, ils n'y arriveront pas, quoi. Donc le parallélisme, c'est quelque chose qui est lié au matériel. Alors oui, effectivement, c'est Sharp, en Java, on peut faire des threads, etc. Bref, coucouille. Pour obtenir des vrais perfs en parallélisme, il n'y a rien à faire, vous devez être proche du matériel. Tout ce qui est couche d'abstraction du parallélisme, peut-être que dans 30 ans ça fonctionnera, mais ça fait quand même 30 ans que ça ne marche pas. Donc ici, ça doit être lié au matériel. La parallélisation automatique, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un effort d'implémentation à faire de votre côté, à la fois si vous voulez faire un code qui fonctionne en parallèle correctement sur des machines différentes, vous devez prévoir ces architectures différentes dans votre code. C'est quelque chose de très hard. Et donc il n'y a pas de magie. Si maintenant vous faites un code, et c'est souvent comme ça, qui doit être parallèle et ultra performant sur un serveur de calcul, là vous connaissez l'architecture et vous allez adapter votre code pour cette architecture-là. Donc c'est vraiment important, et donc il faut s'y connaître aussi en matériel pour pouvoir faire des codes performants. Et donc on parle de gros grains et de grains fins
Gros grain, bah, vous mettez beaucoup de choses à faire dans une tâche, et grain fin, fine grain, vous mettez peu de choses à faire dans une tâche, et en fonction de l'architecture matérielle, bah, ce sera préférable de faire du gros grain ou du grain fin. De manière générale, hein, quand même des choses, enfin des principes qui sont assez communs aux différents matériels, avec du parallélisme sur CPU, c'est souvent préférable de travailler avec du gros grain, et sur GPU avec du grain fin. On verra après pourquoi, mais typiquement ce sont ces situations-là. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand vous imaginez qu'on est sur CPU, et les CPU c'est bien du gros grain plutôt que du grain fin, imaginez que vous faites du grain très fin. Donc, si vous avez du grain très fin, pour un même algorithme, en diminuant la taille du grain, bah, vous avez un nombre de tâches qui augmente. Et si vous augmentez mettez trop de tâches en parallèle, bah, vous n'allez pas augmenter votre vitesse d'exécution, parce que déjà il y a des limites techniques, mais surtout que démarrer une tâche, couper une tâche, passer une autre, tout ça, la gestion des tâches, ça prend du temps. Et ce temps, bah, c'est du temps qui n'est pas productif, c'est du temps où le calcul ne s'opère pas. Du coup, vous provoquez ce qu'on appelle un overhead. Et donc l'overhead peut aller jusqu'à un point où le parallélisme est beaucoup plus lent que le séquentiel, parce que votre machine passe son temps à écrire des données, allouer le thread, stocker l'état du thread, restaurer l'état d'un autre thread, restocker l'état du thread, et switcher le thread comme ça, et de faire que de la préemption en permanence. Donc c'est pas rentable. Et donc ça, la taille du grain est liée à l'architecture. Décortiquons maintenant un petit peu la différence entre les processus et les threads. Alors, processus et thread, ben, quand vous réalisez un programme, donc votre code, bah, ça c'est un objet. Donc une fois que tant qu'il ne tourne pas, qu'il est sur le disque dur, c'est un objet statique. C'est simplement une suite d'instructions. Quand il s'exécute, cet objet statique se transforme en objet dynamique. Et alors c'est votre système d'exploitation qui gère ça, et cet objet dynamique porte un nom, c'est un processus, ou un process en anglais. Donc un programme, c'est du code, c'est statique. On le démarre, ça devient dynamique. D'où on repère les termes hein, en C++ d'allocation statique et d'allocation dynamique. Ben, voilà, l'allocation statique, l'espace mémoire est prévu à la compilation. L'allocation dynamique, l'espace mémoire est géré pendant l'exécution. Ben, c'est pareil, vous retrouvez ces termes-là. Ensuite, dans votre processus, il a un espace d'adressage hein, protégé, donc à lui, les autres process ne peuvent pas venir modifier les données de l'espace d'adressage mémoire du processus. Et dans ce processus s'exécute une tâche, bah, minimum une tâche, il faut bien qu'il bosse, hein, donc, et cette tâche est le main thread. Et quand le main thread se coupe, bah, le processus se coupe. Donc la durée de vie du processus est liée à la durée de vie de son main thread. Et donc, bah voilà, ça c'est donc les tâches dans les OS actuels sont implémentées sous forme de thread. En français, on appelle ça fil d'exécution, faute d'exécution ou processus léger. Bref, tout le monde utilise le terme thread. Maintenant, le main thread d'un processus peut démarrer d'autres threads à l'intérieur du processus, ou même, dans ce cas-là, on parle de processus multithreadé, voire même de démarrer d'autres processus. Donc, visuellement, ça donne ça. On a le programme sous forme de code source, un objet, vous allez le compiler. Donc ça, c'est votre code source. Là, vous avez votre programme sous forme de code exécutable. Ça, c'est l'objet statique. Vous double-cliquez dessus, boum, il tourne, il est en RAM. Ça, c'est votre processus dynamique. Et à l'intérieur, vous avez votre main thread. Voilà, ça, c'est un programme de base. C'est comme ça que ça marche. Donc, au niveau des modèles de programmation, bah, premièrement, il y a le monoprocessus monothread. Bah, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, un process, un thread. Sauf que, il faut savoir que depuis 15 ans, le matériel informatique
si vous prenez la même catégorie de matériel, ben, les vitesses de traitement en vitesse séquentielle, ça fait quoi? Peut-être, allez, dans le meilleur des cas, x3. Je dirais peut-être plutôt x2, mais ouais, on va dire x3, on va être raisonnable. En 15 ans, on a fait x3. Donc vous croyez quoi? Que si votre système, à l'heure actuelle, sur votre, on va dire vous avez un Core i5, machin, il est trop lent, et vous avez programmé ça en séquentiel, bah, c'est pas en rajoutant, en mettant un Core i9 dernière génération que ça va aller plus vite. Vous allez gagner quoi? 20%? Voilà, il faut passer au parallélisme. Vous n'avez pas le choix. À l'heure actuelle et pour le futur, il n'y a rien à faire. Si vous avez besoin de perf, si les systèmes actuels sont trop lents, il faut passer au parallélisme. Mais le parallélisme, comme je l'ai dit précédemment, ça ne s'automatise pas. Donc, il va falloir coder spécifiquement pour ça. Et ça demande des compétences. Et donc, au niveau du parallélisme, il y a plusieurs modèles. Il y a, par exemple, il y a le monoprocessus multithread. Très souvent, les jeux vidéo, c'est comme ça. C'est un process avec plusieurs threads dedans. On verra les avantages et inconvénients plus tard, mais ça c'est un exemple. Et ça c'est souvent très efficace. Mais on va comprendre pourquoi après, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Vous avez le multiprocessus monothread. Voilà, il y a un process avec un main thread, boum, à un moment donné le main thread il démarre un autre process avec une opération fork. Donc le contexte complet d'exécution, tout ce qui s'est passé avant est copié et est collé là, et ensuite il y a la suite du code qui tourne. L'avantage qu'il y a, c'est que vous voyez, entre là et là c'est isolé. Donc la mémoire ici lui est propre et la mémoire là lui est propre. Tandis qu'ici, sur le précédent, il n'y a pas d'isolation. Tout est commun. Mais on verra ça plus en détail après. Donc on a le monoprocessus monothread, le monoprocessus multithread, le multiprocessus monothread, et vous aurez compris qu'on a également le multiprocessus multithread, où là c'est open bar, on a de tout. Donc ça c'est clairement ce qui est le plus compliqué, très très compliqué. Maintenant, ça c'est sur des serveurs de calcul type NUMA, c'est une approche très efficace parce que vous mettez, mais il faut coder spécifiquement pour ça. Imaginez vous avez une machine avec deux sockets, et ben vous mettez un process par socket et chaque process est multithreadé avec autant de threads que le CPU sait gérer de threads logiques. Et c'est comme ça que vous allez souvent maximiser les performances. Et vous voyez, on a parlé du nombre de sockets, du nombre de threads logiques du CPU, donc on a parlé de l'architecture cible. Donc ce qui va être performant sur une machine ne sera pas forcément sur une autre. Alors, quelle est la différence entre le multiprocessus monothread et le monoprocessus multithread? Donc vous avez ici, si on fait du multiprocessus monothread, vous avez du coup l'équivalent de deux exécutables qui tournent en mémoire, avec chacun un main thread dedans. Et donc ils ont chacun, ce sont comme s'il y avait deux logiciels indépendants qui tournent. Donc ils ont leurs propres données, leurs propres ressources, leur pile d'exécution, le tas, les registres, tout ça, le code, tout est doublé. Et donc ici vous avez une isolation. Dans le cas, alors du coup, s'ils veulent communiquer les uns avec les autres, faut passer par le système d'exploitation, par l'OSI. Donc ils ont chacun vraiment des zones mémoire séparées. Ensuite, vous avez, si vous faites du monoprocessus multithread, donc avec plein de threads dedans, voilà, ça c'est censé être des threads. Là, au niveau des threads, vous voyez que chaque thread a ses registres et sa pile d'instructions à exécuter. Par contre, tout ce qui est data, c'est commun. Et du coup, les threads savent communiquer les uns avec les autres par la zone commune, sans devoir passer par le système d'exploitation. Et donc vous aurez compris que si les tâches, donc on va dire que ici, là, il y a des tâches qui tournent, ou bien là, si des tâches doivent souvent communiquer les unes avec les autres, le multithreading sera plus rapide, donc un monoprocessus multithread sera plus rapide qu'un multiprocessus monothread. Alors, en plus, il faut savoir que sur votre processeur,
quand votre cœur, donc il y a un processus qui tourne sur votre cœur de calcul. Si au sein d'un processus, à un moment donné, il y a un thread qui bosse, et puis votre cœur veut passer un autre thread de votre même processus, il y a un changement de contexte entre les deux threads. Mais on a vu que les threads, c'est juste des registres et une pile. Si sur votre cœur, c'est pas un changement de thread, mais un changement de processus complet, ce switch de processus est 10 à 100 fois plus lent qu'un switch de thread. Donc un changement d'un thread à l'autre dans un même process sur un CPU est 10 à 100 fois plus rapide qu'un changement d'un process X à un process Y sur un CPU. Voilà, donc la commutation de contexte est beaucoup plus rapide sur du multithreading que du multiprocessing. Et les communications interprocessus sont également beaucoup plus lentes qu'entre interthreads, mais vous aurez compris, c'est parce qu'il faut passer par le système d'exploitation. Par contre, jusqu'à présent, vous avez l'impression que le multiprocessus c'est complètement nul. D'après ce que je vous présente, en fait non, c'est pas forcément. Parce que le multiprocessus, il permet de faire certaines choses, et surtout de la sécurité. Étant donné que les mémoires, les zones mémoire sont isolées entre les process, bah, si un process crash, bah, l'autre process crashera pas. Tandis que dans un processus multithreadé, si un thread qui crash, il peut tout faire foirer tout le monde. Et donc le processus complet crash. Donc point de vue sécurité du multiprocessus, c'est quand même intéressant. Donc là c'est ce que je viens de raconter. Donc le crash d'un process ne va pas entraîner le crash de ses copains. Donc typiquement pour des applications serveurs, bah, imaginons, je sais pas moi, un serveur de fichiers. Vous devez coder un serveur de fichiers et bah, il y a un client qui fait une requête, bah, vous démarrez un process. Il y a un second client qui fait une requête, bah, vous démarrez un autre process. Comme ça, si le premier client il se passe une couille, ça fait cracher l'histoire, bah, l'autre process pour le deuxième client, lui il va continuer pépère. Tandis que sur un code monoprocessus multithreadé, va falloir prévoir plus de cas de figure que sur du multiprocess. Donc, ça peut être intéressant. Bah, souvent on mixe un peu les deux, hein, mais voilà. Et donc l'ordonnancement de tout ça, ça dépend de votre système d'exploitation. Et ça, on en a parlé, hein, les OS temps réel ou pas, ou exécutif temps réel, bah, vous avez des accès plus ou moins fins au niveau de cette gestion, en fonction de ce que vous utilisez. Et donc, il y a quelque chose qui est un petit peu ambigu, c'est qu'il faut savoir qu'initialement, donc je vous ai montré, enfin je vous ai expliqué là que le multithreading, les changements de contexte sont plus rapides, ils savent communiquer via la même zone mémoire et perdent pas de temps avec l'OS vis-à-vis de ça. Donc sur le papier, ça paraît plus rapide. Sauf que ça n'a pas été conçu pour ça. Donc le multithreading à la base, ça n'a pas été conçu pour améliorer les perfs. Le multithreading, d'ailleurs c'est apparu bien avant qu'on ait des processeurs parallèles. Le but c'est d'augmenter la réactivité. Donc initialement le multithreading c'était pour augmenter la réactivité des interfaces graphiques. Donc ça c'était enfin c'est pas que pour ça, mais c'est dans un des exemples flagrants. Et pas d'accélérer les calculs. Donc l'idée c'était de fournir une forme d'asynchronisme. Donc vous imaginez que vous avez une interface graphique, boum boum boum, voilà. Et vous avez un petit moteur de recherche, boum, avec des boutons. Et puis il y a un tableau qui liste le résultat de la recherche. Donc il y a une requête qui va partir en base de données, hop, pour alimenter votre tableau. Et bien, si vous travaillez avec un seul thread, quand vous allez cliquer sur le bouton là, votre application va être figée tant qu'elle a pas reçu la réponse de la base de données. Donc vous ne pourrez pas déplacer la fenêtre sur votre deuxième écran, ça va être complètement fiché. Et donc c'est là où le multithreading est intéressant, c'est que tout ce qui est parti, vous allez avoir un thread pour l'interface graphique, boum, et vous allez avoir un autre thread pour la gestion, communication à la BD. Et quand ce thread-là aura terminé à réceptionner les données, il va communiquer avec l'interface graphique pour alimenter le tableau. Du coup, votre interface graphique, vous pourrez continuer à la déplacer, c'est un thread séparé du thread qui communique avec la base de données. Donc ça permet en cas de ressources partagées, de libérer les ressources si vous voulez. Donc voilà, c'était ça. C'était pour donner une forme de parallélisme, même sur des architectures séquentielles, pour avoir une illusion de réactivité. Donc à la base, c'était pas fait pour les perfs, c'était fait pour ça.
Maintenant, dans la pratique, à l'heure actuelle, avec le matériel qu'on a multicœur, maintenant ça peut servir au perf. Vu que maintenant on a plusieurs cœurs en parallèle, on peut dispatcher les calculs sur plusieurs threads. Voilà, j'ai oublié l'animation. Et donc, malheureusement, il arrive des fois que dans la littérature, où certains enseignent des choses comme de quoi le multithreading c'est pas fait pour les perfs. Bah oui, je le dis aussi, c'est pas fait pour les perfs. À la base, le multiprocessus, c'était plus fait pour ça, parce qu'on dispatchait des process sur plusieurs machines, etc. Enfin, bon, je passe les détails. Et du coup est restée cette idée de le multithreading, c'est quand on veut de la réactivité parce qu'il y a des ressources communes qu'on en attend, etc. Ok. Et le multiprocessus, c'est pour les performances. À l'heure actuelle, avec le matériel moderne, c'est totalement faux. Donc ça fait maintenant 15 ans que cette idée est fausse. Depuis 15 ans, les perfs, c'est le multithreading. On l'a vu précédemment, changement de contexte, mémoire commune entre les threads. Voilà, vous voulez des perfs, c'est du multithreading. Là où le multiprocessus devient intéressant, c'est quand on veut isoler les choses pour éviter qu'un crash quelque part ait des implications ailleurs, ou bien quand pour une architecture bien définie, ça peut être intéressant sur du NUMA par exemple d'avoir un process par socket et le process multithreadé. En dehors de ça, le multiprocessus n'est plus fait pour les perfs, c'est le multithreading. Donc depuis 15 ans, c'est comme ça. D'ailleurs, le meilleur exemple, un jeu vidéo qui va exploiter les cœurs de votre machine, est-ce que vous démarrez votre gestionnaire de tâches, parce que ça bouffe quand même des ressources, votre CPU il est à 100% non-stop, votre carte graphique aussi, votre machine bouffe 300 watts et est à 70 degrés, donc ça exploite votre bécane. Et bien si vous ouvrez le jeu de gestionnaire de tâches, vous verrez un .exe qui tourne, un process, point barre. Si c'était le multiprocessus qui permettait de faire des perfs, ça ferait longtemps que tous les jeux seraient en multiprocessus. Alors l'ordonnancement de ces processus et de ces threads, c'est une thématique qui a été abordée dans les cours de système d'exploitation. Donc avant je voyais ça dans ce cours-ci, mais celui-ci c'est fini. Ça sert à rien de voir deux fois les mêmes choses, donc référez-vous à votre cours de système d'exploitation pour cette partie. Et donc la suite du cours, donc moi je vais pas faire de multiprocessus avec vous, parce que déjà on n'a pas suffisamment de temps. Comme j'aime bien axer le cours sur les performances, je préfère faire du multithreading avec vous. Donc ça va être ce qui suit. Et ensuite on passera quand même au GPU, puisque c'est quand même une thématique très intéressante, et faire un peu de programmation GPU. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, vite fait quelques choix technologiques ici abordés dans le cours. Premièrement, pour le parallélisme, vous pouvez le faire dans plein de langages. Mais bon, parle de perf compilé. Voilà. Moi, je veux des perfs, donc je veux du langage compilé. Ça élimine déjà toute une triclée de langage. Et donc, nous, vous en doutez, bien vous me connaissez, on va faire du C et du C++. Donc c'est compilé, c'est à la base de plein de trucs. Tous les logiciels performants sont codés principalement en C et C++. Les SGBD sont codés en C++, les jeux vidéo, alors ceux qui me parlent de Unity, machin, je fais du C# dedans, oui, ok. La majorité des développeurs de jeux vidéo ne codent pas en C++, ils codent avec des langages qui ressemblent au C#, au JavaScript ou au Java, mais sur des moteurs existants comme Unity, et derrière, sont en fait des wrappers, et derrière ce code est reconverti en C++ pour être compilé. Donc, voilà, au final, ces gars, sans le savoir, font de manière cachée du C++. Donc, nous, on va faire pareil, on va faire à la dure, et puis dans l'embarqué, dans le satellite, etc., l'avionique, l'électronique embarquée, c'est du C et du C++. Et de toute façon, ce que vous allez apprendre en C et C++, vous pourrez copier ça dans les autres langages en version plus simple, donc c'est pas perdu. Voilà. Maintenant, quand je dis le C++ est plus rapide que d'autres, à condition de ne pas faire de conneries. Hein. Donc il faut savoir l'utiliser et le compiler aussi correctement. Donc si vous comparez les perfs d'un mode debug à un mode release, d'un debug en C++ et d'un release en C#, le C# ira plus vite, hein, c'est probable.
Donc il faut compiler aussi correctement. Alors, au niveau, il existe des frameworks pour faire du multithreading et du multiprocessus. C'est vrai que le multithreading est supporté nativement avec la version 2011 du C++. Mais tous les outils nécessaires à l'approche parallèle ne sont pas présents nativement dans C++, même dans la version 2020. Ça, il faut le savoir. Alors, du coup, on peut compenser ça en utilisant l'API du système d'exploitation, dans lequel il y a tous les outils. Mais si maintenant vous faites un code qui doit pouvoir tourner à la fois sur Windows et sous Linux, ça devient compliqué. Donc, c'est pas portable. Donc l'API Windows.h est très performante. Désolé pour ceux qui aiment bien Linux, celle de Linux aussi, hein. Mais celle de Windows va quand même assez bien. Mais voilà, c'est pas portable, donc on va pas faire ça. Et donc nous on va travailler avec POSIX, et donc pthread.h qui est natif sous Linux, RTOS, pas sous Windows, mais sous Windows il suffit d'ajouter des DLL qui vont faire le wrapping vers l'API Windows.h à votre place. Et donc nous on va travailler en POSIX. Maintenant il existe d'autres frameworks comme OpenMP qui vous permet de à la fois de faire du manuel mais aussi un petit peu d'automatique au niveau parallélisme. Prenons un exemple, vous avez ici une boucle, enfin vous avez une constante qui vaut 256 qui vous permet de créer un tableau de double, et on a une boucle ici, et dans cette boucle il se passe un calcul, voilà, qui va être stocké dans chaque case de votre tableau. Et en écrivant juste ça devant, comme chaque case, c'était quoi, cette calcul peut se faire indépendamment pour chaque case, en mettant le pragma OMP parallèle machin devant, il va checker, il va voir si chaque itération de la boucle est indépendante. Si oui, alors il pourra l'exécuter en parallèle, automatiquement. Voilà. Et donc si vous exécutez ça, si vous avez du bol, vous gagnez en perf. Si vous n'en avez pas, c'est plus lent qu'en séquentiel. Bienvenue dans le monde de la parallélisation. Il y a OpenMPI, ça c'est typiquement pour les architectures mémoire distribuée, souvent utilisé quand on veut faire du code réparti sur plusieurs machines. Donc vous avez plusieurs serveurs et vous voulez que votre algorithme tourne sur plusieurs bécanes en même temps. On va utiliser l'OpenMPI. Et ça c'est très utilisé dans l'industrie. J'aimerais bien en faire, j'en ai jamais fait, donc j'aimerais déjà de l'apprendre, et ça me plairait d'enseigner ça aussi, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, mais j'ai pas le temps à la fois de l'apprendre et de vous l'enseigner, on n'a pas assez d'heures, mais j'aimerais bien quand même dans un futur, et c'est pas trop loin, essayer d'appréhender cette discipline. Mais donc, nous ici, dans un premier temps, on va se concentrer sur POSIX. Et donc la librairie Pthread, donc c'est un standard depuis 95, donc ça date. Certains n'étaient pas nés. On appelle ça aussi POSIX Thread. Ça vient de Portable Operating System Interface for Unix, voilà, ça c'est dit. Et vous avez tout un tas de primitives nécessaires à la programmation parallèle. Donc programmation concurrente signifie programmation parallèle. Et c'est portable parce que c'est à part que sur Windows il faut rajouter les DLL. Sinon, voilà, sur Android, Linux, enfin il y a plein de systèmes qui utilisent ça. C'est vraiment, voilà, c'est pas quelque chose que je sors de n'importe où, de nulle part. Et ça s'utilise aussi bien en C qu'en C++. Et sous Windows, comme je vous l'ai dit, il suffit de rajouter des DLL, et les DLL vont faire le mapping vers la Windows.h. Et c'est la solution la plus performante, je me permets de dire ça, pourquoi ? Parce que la majorité des autres systèmes derrière vont, donc quand vous faites du trading en C++, en utilisant les threads natifs de C++11, derrière, ces threads appellent POSIX. Ou Windows.h si vous êtes sous Windows avec un compilateur comme Visual Studio, enfin le compilateur de Visual Studio. Mais sinon, derrière, sur Linux par exemple, quand vous faites des threads C++, c'est du POSIX qui est appelé en arrière-plan. Donc autant utiliser POSIX directement. Donc ça c'est pour le choix en CPU. Maintenant la suite du cours on fera plus loin du GPGPU, donc General Purpose Computing on Graphic Processing Unit, donc l'utilisation du GPU pour du calcul. Et dans ce cas-là, il y a le champ de différents frameworks. Donc il y a CUDA, c'est le framework d'NVIDIA.
Il y a OpenCL qui est le framework qui n'est pas limité à une marque, qui est compatible avec quasi tous. Mais ça, c'est un peu... Oui, c'est vrai et pas tout à fait vrai. Enfin, on en reparlera plus tard. Mais voilà. Donc, normalement, je devrais faire de l'OpenCL avec vous, mais j'ai choisi CUDA. Parce que c'est le plus abouti, tout simplement. C'est de loin le système le plus abouti. On en reparlera sur le chapitre dédié au GPU, mais j'ai des exemples de boîtes qui se sont lancées à faire des clusters de calcul en OpenCL. Et les mecs après, bah, ils ont vendu tous leurs clusters, ils ont tout recommencé à zéro, ils ont tout refait en CUDA. Donc des entreprises qui font du fric, hein, ils vendent leur puissance de calcul. Bon, voilà. Si OpenCL c'était la panacée, Sega n'aurait jamais fait ça. Donc sur le papier OpenCL c'est mieux, dans la pratique CUDA est quand même plus avancé, en tout cas à l'heure actuelle. Il y a moins d'utiliser les GPU pour faire du calcul avec DirectX, mais bon là vous aurez compris que... alors je vous défie de trouver de la doc là-dessus, donc ça on va oublier. Donc ici on oublie, ici en 2020 OpenCL on va l'oublier. Direct Compute on l'oublie plus que ça existe. Et il existe sinon des frameworks qui font des trucs plus ou moins automatiques comme StarPU. Un petit peu comme l'exemple qu'on a vu précédemment. Mais ça on va oublier aussi. Donc nous on va faire du pur et dur avec du CUDA. Seule contrainte c'est qu'il faut une carte Nvidia pour que ça tourne. Il y a d'autres frameworks aussi OpenAC qui font des trucs simples, qui simplifient le parallélisme, mais je vous montrerai un exemple, des fois c'est plus lent qu'en séquentiel. Donc voilà. Alors pourquoi je vous parle de CUDA maintenant? Parce que bah, c'est pour le calque qui suit. Alors, pourquoi je vous parle des GPU? C'est parce que vous allez devoir faire du CUDA chez vous. Alors, vous allez devoir sûrement installer tout ce qu'il faut pour faire du CUDA et peut-être changer d'éditeur d'IDE. Et vous voulez peut-être déjà le faire aussi pour le Pthread. Et si vous le faites pour Pthread, autant choisir la bonne version avec CUDA et pas changer toutes les 2 semaines d'environnement de développement. Mais pour faire du CUDA chez vous, il va falloir que plusieurs choses soient compatibles entre elles. Le compilateur de votre IDE, le CUDA Toolkit, la version du CUDA Toolkit que vous allez installer, la version de votre GPU, votre matériel. Votre matériel a une compute capability, donc c'est la génération des instructions CUDA que votre GPU est capable de traiter. Et ça, c'est dépendant de la microarchitecture. Je vais en parler après. Et alors, la version du driver GPU aussi que vous installez. Donc, tous ces 4 choses-là doivent être compatibles ensemble. S'il y a un de ces trucs-là qui n'est pas bon, ça ne marchera pas. Alors, si vous cherchez sur le net, vous allez trouver de la doc, ouais. De la doc qui ressemble à ça. Donc, sur le site d'NVIDIA, vous avez ici les noms des micro-architectures. Boom. Avec le compute capability correspondant. Attention, ça, tous les modèles, alors Turing c'est peut-être pas le bon exemple, mais tous les modèles Kepler, enfin voilà, faut se méfier. Normalement c'est du 3.xx, mais à vérifier. Et donc, quand vous lisez ce tableau, vous vous dites, donc ça c'est la génération la plus récente ici, et ça c'est la plus vieille là-bas. Là. Donc ici c'est Turing, je sais plus, c'est 2018 de mémoire. Et Fermi, ouf, ça date. Fermi, que je dise pas de conneries. C'est un truc genre 2009, quelque chose comme ça, 2010 à tout casser. Donc normalement, si vous avez du matériel récent en PC fixe, j'insiste, il n'y aura pas de souci. Par contre, quand on regarde ce tableau, on se dit, bah tranquille, je mets le driver 440 et tout va fonctionner. Donc ça c'est pour la compatibilité CUDA avec la version actuelle. Tout va fonctionner, peu importe mon architecture. En fait, oui, pour des cartes, et ça faut le lire en tout petit, des cartes de type Tesla. Donc effectivement, si vous avez une carte graphique à 15 000 € dans votre machine, oui, ça va aller. Je me doute que c'est pas le cas, vous avez des GeForce, et ce tableau n'est pas valable. Donc ça vous pouvez oublier, voilà, poubelle. Et donc une doc claire sur quelle carte peut faire quoi, le seul truc qui est clair, c'est le compute capability. Et pour vous donner un exemple, les architectures Fermi, c'est maximum CUDA 8. Voilà, et ça s'écrit nulle part, il faut gratter. C'est à un moment donné, quand vous installez les choses, vous avez un beau message d'erreur, ah, pas compatible. Voilà, vous avez passé 1 heure à tout installer et vous pouvez tout recommencer. Donc la doc est pas claire vis-à-vis de ça, mais si vous avez du matériel récent, ça ne devrait pas poser de soucis.
Donc sachez que Fermi c'est maximum CUDA 8. Alors quand je dis Fermi, ça veut dire quoi? Bah Fermi, ça veut dire si vous avez une GeForce de GT, je sais pas moi, de la série 400 XX, ça c'est Fermi. 500, c'est Fermi. À partir de 600, c'est Kepler. Donc ça c'est F pour Fermi et ça c'est K pour Kepler. Voilà. Dès que vous êtes sur du moyen et haut de gamme. Si maintenant vous allez sur des cartes portables, on met tout et n'importe quoi, ou du matériel d'entrée de gamme, eh ben, par exemple, moi, ici à l'école, ils ont réussi à acheter des générations 600 il y a quelques années, c'est des 630. Les 630, c'est du Kepler. Sauf certaines références où c'est l'équivalent de GeForce 440, qui sont du Fermi. Et donc, 630, certaines, CUDA 10, ça passe, et d'autres, ça passe pas. Faut CUDA 8. Voilà, donc à vous de regarder quel type de CPU, de GPU vous avez pour faire le bon choix. Et donc ça, je vous laisse checker, ça dépend de votre système. Voilà, et ça c'est valable que ce soit sous Windows ou sous Linux. Donc il faut faire gaffe, il faut se renseigner, c'est pas évident, mais normalement si vous avez du matériel récent, ça devrait être ok. Donc faites bien le choix, et alors n'oubliez pas de regarder que la version de CUDA que vous devez utiliser est compatible avec cette version de Visual Studio. Ça, la doc est en ligne sur le code d'NVIDIA. Donc, à retenir dans cette vidéo, c'est vraiment bien la différence entre multiprocessus et multithreading. Faites votre bon choix d'installation, enfin de version de système, et dans ce qui suit, on attaquera du coup la programmation multithreading avec POSIX. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo.